D'abord, je n'ai pas beaucoup de légitimité pour parler. J'ai pas fait de recherche. Je suis chargé de présenter des recherches faites par d'autres. Alors, quelques faits nouveaux quand même. Depuis 2012, l'implication de l'État indonésien n'est plus contestée. Elle l'était jusqu'à présent, maintenant elle ne l'est plus. Et il y a peut-être aussi une petite ouverture vers la possibilité d'une reconnaissance de génocide, parce que les organisateurs, les militaires, ont appelé à exterminer les athées. Or, athée peut très bien entrer dans la catégorie religion protégée. C'est pas, bon, ça a l'air un peu un subtil argument de juriste, mais ça pourrait entrer dans la catégorie religion protégée. Donc MacGregor, qui signe l'introduction, rappelle un peu les circonstances. Ça a été fait, mais je vais être très très bref. Les circonstances dans lesquelles ce génocide a été commis. Il y avait des signes avant-coureurs que l'on retrouve dans d'autres génocides. Par exemple, il y avait une situation économique très très mauvaise. L'Indonésie avait payé très cher son indépendance aux Pays-Bas. Il y avait une inflation de l'ordre de 600%, une inflation en 3 chiffres. Donc, situation économique très défavorable. Il y avait des clivages très importants dans la société aussi. Ça peut être un signe précurseur. Clivage très important entre l'islam, le PKI dans les forces politiques et les développementalistes, c'est-à-dire des pro-occidentaux qui croyaient au libéralisme et au développement via le capitalisme. Autre clivage, il y avait une forte hostilité entre l'armée et le PKI et les autres forces politiques aussi. Les clivages étaient très forts. Et enfin, le contexte de guerre froide, la théorie des dominos, ça a été évoqué. Les États-Unis avaient peur de voir l'Asie du Sud-Est, enfin toute l'Asie basculer dans le communisme. Après la Chine, le Vietnam, le PKI était le 3e parti communiste au monde, le premier parti communiste non au pouvoir. Donc ils avaient peur. Il y avait de quoi avoir peur. Le coup d'État manqué, ça a été évoqué et très utilisé. Ça a donné lieu quand même à une campagne où des chercheurs comme Cropper et Stab ont vu des traits communs aux situations pré-génocide. On a vu ça au Rwanda aussi, des campagnes de propagande, de déshumanisation, ce ne sont pas des humains, des actes sexuels pervers, ça notamment les femmes communistes ou les femmes de Gerwani, pardon, se seraient livrés à des danses obscènes sur les cadavres des généraux tués, les auraient émasculés, etc. Ça circule toujours. Ce sont des menteurs, ça aussi, ça circule toujours. On trouve des armes, des caches d'armes, et des charniers. Ça, Jacques a parlé des charniers. Ça fait partie de la propagande contre un groupe. Et je me souviens très bien que l'armée française en Algérie découvrait régulièrement des caches d'armes et des charniers attribués au FLN. Hein, c'était certain. Oui. Donc voilà. Les types de victimes, on a dit et à juste titre, que c'était les membres du PKI, mais aussi des sympathisants, des syndicalistes, des artistes, et aussi un certain nombre de pauvres bougres qui ont été dénoncés parce que, pour une histoire de voisinage, de jalousie, de choses qui n'ont rien à voir. Ce sont les dénonciations opportunistes qu'on trouve toujours. Oui. On a vu ça aussi en France, à la Libération notamment, il y a eu des dénonciations opportunistes. Donc les modalités ont été dites aussi, je vais rappeler, il y a eu les exécutions publiques, il y a eu aussi des exécutions dans des sites que l'armée
contrôlés, sécurisés et fermés. Et là, on exécutait massivement. L'armée a fourni des armes aux religieux, principalement musulmans. La participation active des USA, Grande-Bretagne, aussi un peu de l'Australie. Et enfin, le silence de l'Europe, mais aussi de l'URSS. L'URSS s'est tue parce que le PKI était aligné sur Pékin et qu'à l'époque, le mouvement communiste international se déchirait avec deux pôles qui se déchiraient, Moscou et Pékin. Voilà, donc ça me permet j'abrège. Je vais traiter surtout 2 ou 3 aspects. Alors, les violences contre les femmes, qui n'ont pas été très développées, c'est une recherche de Annie Pohlman, dont le nom a été entendu, cité, qui est allée interviewer des femmes. Alors évidemment, les violences militaires, policières, mais pas seulement, sont volontiers genrées, visent toujours les femmes, sinon en premier lieu, mais enfin elles sont toujours bien placées. Et c'est difficile, parce que c'est difficile d'en parler, on n'en parle qu'aux femmes. C'est Annie Pohlman qui a reçu quelques témoignages. Mais enfin je vais en parler quand même, parce que si la violence est volontiers genrée, la dénonciation de la violence ne doit pas l'être. Donc, elles ont interviewé 2 femmes en particulier, mais il y a une centaine de femmes qui ont témoigné, notamment depuis qu'on a parlé des génocides rwandais, bosniaques, les épouses de confort chinoises. Cette campagne a permis à certaines femmes de s'exprimer. Mais elles s'expriment quand même très peu et difficilement, et toujours en vocabulaire censuré. Annie Pohlman cite, je ne sais pas en quelle langue elle a interviewé, si elle parle indonésien. Elle parle indonésien, oui. Donc la traduction, c'est toujours la traduction en anglais. Ils m'ont fait ça, j'ai dû subir ça, on nous l'a imposé. Enfin, le terme viol n'est jamais dit. Des exemples, donc elle interviewe 2 témoins qui étaient 2 femmes engagées dans le mouvement Guerwani. L'une d'ailleurs était mariée à un militaire qui n'était pas là le jour de son arrestation. Et bon, c'est tout ce que dit Annie Pohlman, c'est tout ce qu'on en sait. Donc elle raconte un peu les blocs. Les femmes étaient dans un bloc séparé des hommes prisonniers. Elles restaient à l'étage, au rez-de-chaussée, dans des conditions d'hygiène, ou plutôt de manque d'hygiène et de manque de soins épouvantables, de saleté, et elles étaient emmenées au premier étage pour les viols divers. Ibu Tati a été arrêtée avec son bébé. Elle venait d'accoucher, elle a été arrêtée avec son bébé, et elle n'a jamais lâché. Elle n'a jamais voulu le lâcher. Ça ne l'a pas complètement protégée. Les militaires ont menacé de tuer son bébé devant elle si elle tenait, si elle résistait. Enfin, bon, vraiment des choses horribles. Ils descendaient tous les soirs à 9h pour prendre leur quota de victimes, les militaires. Il y avait du harcèlement dans les douches, des attouchements dans les douches, etc. Enfin, toute une forme de violence sexuelle dont il est difficile de parler. Ibu Jazafa, elle était enceinte au moment de son arrestation et a accouché en prison. Sa famille est venue reprendre les 2 enfants. Et ça aussi, ça a été une forme de violence, mais au moins c'était sa famille. Et un officier, Major, c'est-à-dire un commandant, un commandant, l'avait réquisitionné comme épouse, son épouse de confort à la japonaise, pendant plusieurs mois. Elle a été accouchée, elle a été enceinte, elle a accouché et son bébé a été enlevé par la famille de ce commandant. Donc ça, lui aussi, c'est un crime
un crime contre l'humanité caractérisé, ça arrachait les enfants. Voilà, on n'en parle pas beaucoup. Le deuxième aspect, c'est l'aspect religieux, notamment les chrétiens. On a beaucoup dit que les musulmans fanatisés avaient participé au massacre, mais ils n'ont pas été les seuls. Les relations entre le PKI et les églises chrétiennes ont toujours été un peu difficiles avant le génocide, parce qu'il y avait la peur de l'athéisme et peur de voir leur religion interdite, etc. Donc si les massacres ont été principalement commis par les jeunes musulmans, il y avait aussi des jeunes catholiques qui ont participé, et il y a eu le soutien des partis politiques chrétiens. Il y avait un parti catholique, un parti chrétien, qui eux ont été actifs. Alors les églises, les évêques ont été moins directement impliqués. D'abord, les évêques catholiques étaient au Vatican, étaient à Rome pour Vatican II. Donc ils ont vu les choses de loin, ils ont publié des communiqués prudents. Les églises, les partis protestants aussi, se sont félicités de l'échec du coup d'État. Bon, ils n'ont pas officiellement encouragé au massacre, mais après, les catholiques ont incité à ne pas participer au massacre, tout en disant que l'échec du coup d'État du 30 septembre était rassurant et qui faisait confiance à Suharto. Après, ils ont fait un peu machine arrière, ils ont appelé à ne pas participer au massacre, et surtout, ils se sont engagés dans une action humanitaire. Tout de suite, il y avait une crise humanitaire très grave, des familles de prisonniers, des familles séparées, sans revenus, etc. Donc ils ont été présents dans les camps et encouragés par le régime. Le régime avait imposé d'avoir une religion, et il y avait 6 religions autorisées, l'islam, 2 religions chrétiennes, et 3 religions asiatiques, bouddhisme, hindouisme et ou confucien. Pardon ? Oui, j'ai lu 5, j'ai lu 6 aussi. Donc voilà. Donc le fait que on était obligé d'avoir une religion, qu'on n'aimait pas les musulmans, vu qu'ils étaient les principaux acteurs, ont poussé beaucoup de prisonniers à se dire chrétiens. Ils ne faisaient pas très bien la différence entre catholiques ou protestants, ça leur était à peu près égal. Donc malgré leur motivation était, ils étaient obligés d'avoir une religion, mais aussi ils avaient besoin d'une famille, d'un groupe social qui les soutienne. Et les églises, Polman parle surtout des catholiques d'ailleurs. Donc les églises venaient, offraient du soutien, accueillaient les prisonniers à leur sortie de prison, les aidaient à donner du travail, apporter une aide matérielle. Donc tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup de conversions chez les chrétiens, surtout au catholicisme. Voilà, des chiffres énormes, j'ai perdu. On a parlé de Indonesian Revival, mais des chiffres de conversion très importants. Et Polman dit qu'il faut quand même prendre ces chiffres avec précaution, parce que avant le génocide, les églises chrétiennes avaient tendance à minimiser leurs effectifs parce qu'elles étaient dans un milieu massivement musulman, elles voulaient rester discrètes, et qu'après le génocide, elles ont pu exagérer le nombre des conversions pour obtenir de l'aide des églises occidentales, des églises chrétiennes occidentales. Voilà, sur cet aspect. Alors, on a aussi parlé un peu des enfants des victimes. On avait 2 sortes d'enfants des victimes. Les anak PKI, c'est-à-dire les enfants communistes, qui eux étaient vraiment très mal vus et qui sont toujours pas très bien vus. Et anak korban, les enfants des victimes, qui eux étaient un peu plus faciles. Ils n'étaient pas étiquetés communistes, ils étaient victimes. Et donc
c'est Andrew Conroe qui a interviewé des personnes aussi, et il parle du silence, le silence familial, et qui empêche pas un savoir par osmose. Ils disent que les enfants savent quand même par osmose, même si on ne raconte pas. Et il y a aussi elle a aussi interviewé il a aussi interviewé quelqu'un d'autre, dont le fils, donc c'est quelqu'un qui était enseignant, qui a été privé d'emploi et qui est toujours resté après, donc qui lui raconte très volontiers, mais dont le fils dit il est trop bavard, moi je vais en prendre ça dans les quelques livres qui paraissent. Donc sur la mémoire, il y a des gens sûrement, les suites, il y a des gens plus qualifiés que moi. Et enfin et je termine sur la mémoire du génocide telle qu'elle est. Alors Abourou, Monsieur Ouramanadan en a parlé. C'était des tensions très dures, mais j'ai oublié le nom de ce chercheur, pardon. Dit que c'est quand même devenu un lieu de mémoire, parce qu'on y va, on le visite. Il y a des gens qui le visitent. Il n'y a rien d'organisé. Le pouvoir ne reconnaît toujours rien, mais c'est visité de manière non officielle. C'est devenu un lieu de mémoire non officiel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et enfin, à l'étranger, ça a l'air d'être plus facile. Par exemple, aux États-Unis, il y a un peu plus d'institutions. À New York, en Californie, en Virginie, il y a des lieux, des musées. Et il explique cela par le fait que la diaspora cambodgienne insiste aux États-Unis et se bat pour la reconnaissance de ce génocide, en disant l'implication des États-Unis et de la CIA dans les massacres du Cambodge. En Australie aussi, il cite la NGA, la National Gallery of Australia, une sculpture de Kristanto, qui est un sculpteur indonésien qui a fait une très belle œuvre et qui est très visité. Voilà, donc pour la mémoire, restent ces livres dont on vient de parler, et puis notre action. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci.